Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment on peut développer l'excellence managériale. Salut, c'est Elric, cofondeur de The Sales Game, créateur de ce podcast et SDR Manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, je reçois Nandi Dossou, fondatrice de Prexcellence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de se connaître soi-même en tant que manager, son style de management, la méthode ou framework à avoir justement en tant que manager, et on va parler aussi de la solitude managériale. Hello Nandi, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent ? Absolument, avec beaucoup de plaisir. Alors je suis Nandi Dossou. Après un parcours au début de ma carrière dans le secteur financier, j'ai fait une reconversion dans le monde de la tech chez LinkedIn où je suis restée 4 ans et demi. Une fabuleuse expérience. Puis j'ai rejoint la fintech Slimpay comme directrice du Customer Success et j'étais aussi au comité de direction. Et puis en 2021, j'ai fait le saut dans l'entrepreneuriat où je m'épanouis maintenant en accompagnant les managers et les startups à l'excellence managériale. Et du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce dont on va discuter, c'est on va parler de management et précisément toi, en fait, ce que tu as fait aussi dans ta carrière, en fait, pour avoir du résultat. Déjà, en fait, pour commencer, en fait, j'aimerais bien qu'on parle de comment toi, t'es tombé dedans, en fait, dans le management déjà, et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais manager des personnes ? Alors, il y a une histoire marrante que je raconte sur mon site web où je dis que j'ai découvert le management à 8 ans lorsque je suis devenue déléguée de classe. Et pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que, vous voyez, quand on est au même niveau, j'ai envie de dire, hiérarchique, en tout cas de fonction, avec ses pairs, et puis tout d'un coup, on a d'autres responsabilités. Tout d'un coup, on ne sait plus où est-ce qu'on est légitime, on ne sait pas dans quel camp on appartient, on ne sait pas trop si on peut être comme avant, si on doit continuer à être comme avant. Donc déjà, petite, sans m'en rendre compte, je découvre un peu les joies de la responsabilité. Mais le management, pour moi, devient très réel lorsque chez LinkedIn, je passe team leader. Il faut savoir aussi que je suis assez investie dans le monde associatif, donc déjà, avant même d'avoir un rôle de manager dans le monde professionnel, déjà dans ma vie personnelle et associative, je manageais une équipe. Ouais, donc c'était une suite logique, faite déjà de tout ce que tu faisais avant qui t'a amené à ça. Chez LinkedIn, du coup, tu avais commencé en tant que Customer Success là-bas. Exactement, sur les très grands comptes de LinkedIn. Donc, c'était l'équipe qui se développait. C'était la start-up dans la start-up. Donc, on était 2 à Paris, moi et la sales très grand compte. Donc, je gérais 5 grands comptes, mais sur le territoire monde. Et puis, au fur et à mesure, ça a très vite scalé. Donc, on était 20 dans le monde quand j'ai rejoint l'équipe. Et puis, quand je suis partie, je pense qu'on devait être 120. Ah oui, du coup, ouais, ça a bien augmenté. Et j'avais aussi une question avant qu'on commence un peu à parler en fait de tout ce que tu as appris justement dans tes expériences. Et pourquoi tu penses que... Moi, c'est un truc que je me suis rendu compte parce que, en gros, pour ceux qui soit me découvrent ou ceux qui ont déjà écouté plusieurs fois, je suis à mon deuxième job de manager, du coup maintenant dans ma deuxième startup en tant que manager. Et il y a un truc qui revient très souvent et je le vois que c'est à peu près la même chose pour tous les managers. Pourquoi les managers, ils ont aussi peu de développement ou de formation consacrée à eux quand justement les contributeurs individuels, donc que ce soit SDR, CSM ou AE, il y a beaucoup d'investissement qui est fait pour eux. Parce que tu as l'impression que quand tu es manager, en gros, soit tu es top performer, soit tu es là au bon moment et on te met dans cette position et on pense que parce que tu étais le top performer, tu vas pouvoir gérer l'équipe. Pourquoi tu penses Mais tu as absolument raison, Elric. D'ailleurs, c'est paradoxal. C'est que d'un autre côté, on a des ressources sur le management qui sont exponentielles. Tu cherches management sur Amazon, tu choisis livre français, tu as 60 000 ressources. En anglais, je pense que tu en as 80 000. Alors, donc, si tu cherches manager, coaching, donc c'est exponentiel. Je ne parle même pas des podcasts, je ne parle même pas des MOOC, je ne parle même pas de ce qu'on pourrait trouver sur YouTube. Donc, d'un autre côté, on a des ressources. Et puis, de l'autre, dans le monde de l'entreprise, il n'y a rien
Pourquoi? Parce que pour moi, à mon sens, on considère encore le management comme une suite logique d'une carrière. On ne voit pas le management comme un métier. Pour tout ce qu'on voit comme un métier, on se dit parce que c'est un métier, il faut qu'on apprenne quelles sont les bonnes pratiques. Mais dans le cas du management, surtout dans le monde francophone, c'est parce que c'est considéré comme une suite logique d'une carrière qui a été bien menée. On se dit, si tu as su, comme tu disais tout à l'heure, être un top performer, tu sauras embarquer tes équipes. Ce qui fait que du côté de l'entreprise, on ne met pas forcément l'accompagnement en place. Et puis même du côté de celui qui aspire, de celui ou de celle qui aspire au management, parce que cette fonction n'est pas vue comme un métier, la fonction est simplifiée. C'est-à-dire que je peux aspirer au management parce que j'ai envie d'aider, ou alors parce que je me dis qu'après avoir fait le tour de mon poste, c'est ce que je devrais faire. Et tout le monde se dit un peu, ça va être assez facile, j'ai envie de le faire, je vais m'en sortir. Donc en fait, il y a une simplification du rôle qui fait qu'on continue à vivre le management par des expériences qui malheureusement peuvent être parfois douloureuses. Et quand tu disais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est simple. Toi, pour avoir fait les deux, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus simple? Est-ce que c'est être un contributeur individuel ou être manager? Contributeur individuel, c'est simple parce qu'on se gère soi-même. Je gère mes objectifs, je gère mon temps, je simplifie, je fais un peu ma vie. Si moi-même, je n'ai pas un manager... trop compliqué, parce que contributeur individuel peut être difficile, encore une fois, quand soi-même on est managé par quelqu'un avec qui on n'a pas les atomes crochus. La difficulté du management, c'est que en fait, le manager a des objectifs, mais qui vont être collectifs. Et donc, c'est ce qui rend le rôle difficile, parce qu'il faut arriver, en fait, à développer l'expertise chez les personnes qui sont dans notre équipe. Ce n'est plus mon expertise qui doit suffire, je dois pouvoir faire cette transmission d'expertise chez les autres, pour que les autres deviennent aussi bons et qu'on atteigne tous ensemble nos objectifs. Donc, je donne un exemple et je pense que tu vas me dire, quand tu es SDR tout seul, tu as fait tes objectifs, tu es content. Quand tu es manager d'une équipe SDR, il y a 6 SDR, il y a 2 qui ont dépassé leurs objectifs, il y a 4 qui sont à 30%, c'est pas bien, parce que globalement, ça va pas du tout. Donc, j'ai envie de dire... Le collectif va entraîner des challenges. Maintenant, quand on comprend que le management est un métier, de la même façon qu'on comprend que son rôle de contributeur individuel est un métier, quand on a les compétences, on arrive en fait à gérer ces deux challenges. Le métier de manager, c'est un métier, c'est pas forcément... Enfin, si ça peut être une suite logique, mais c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc, quand on avait préparé l'interview, il y avait 4, on va dire, axes que tu voulais aborder. Du coup, est-ce que je peux te laisser expliquer les 4 axes dont tu voulais discuter? Absolument. Alors, première des choses, et c'est souvent ce qui complexifie un peu le management, c'est que ça demande, on va manager à partir de nous, à partir de qui nous sommes. Et c'est important en tant que manager, justement, d'essayer de comprendre qui nous sommes, de comprendre notre personnalité. Parce que comme on manage à partir de nous-mêmes, on va se relationner, on va communiquer en fonction de qui nous sommes. Je vais donner un exemple pour clarifier mon propos. Si je décide, par exemple, d'aller un peu plus loin et de mieux me connaître, et moi je suis certifiée sur la méthode Arc-en-Ciel DISC, donc je vais décrire cela sous le prisme de cette méthode-là, mais c'est la même chose si on fait du MBTI ou du ProcessCom, c'est pareil. Si je vais un peu plus loin et que j'apprends, par exemple, que de nature, je suis une personne exigeante sur les résultats. Moi, j'aime les challenges. J'aime quand ça va vite. J'aime quand ça fonce. Et je suis une personne, en même temps, parallèlement, j'aime fédérer. Je suis très enthousiaste, très expansive, très extravertie. Donc ça, c'est moi. Résultat, expansivité. Moi. Et puis dans mon équipe, j'ai une personne qui a plutôt besoin de prendre du recul, qui a besoin d'analyser. Et donc, on est en réunion et je dis, on a un nouveau produit qui va sortir. Il va falloir aller vite sur les résultats. On va attaquer le segment des middle enterprise.
donc voilà, il faut aller vite. Il faut que ce quarter, vraiment, on arrive à signer 10 clients. Les personnes qui sont un peu comme moi vont dire « Ok, go !» Et puis, la personne qui est analytique va dire « Oui, mais comment en fait ?» Déjà, on a un peu du mal avec le produit. Il y a des clients qui se plaignent. Et là, il faut aller vite. Et parce que pour moi, ma façon de communiquer est tellement claire et parce que pour moi, il faut foncer, je me retrouve en opposition avec cette personne en me disant non mais franchement quoi, je ne sais pas pourquoi elle est dans mon équipe, elle comprend rien, elle est toujours là en train de savoir comment, mais vas-y. Et c'est là où en fait on commence à mettre des personnes de notre équipe en souffrance. Parce que quand on apprend à se connaître et qu'on apprend à comprendre comment les autres pourraient fonctionner, puisque sous la méthode arc-en-ciel disent qu'on apprend à se connaître, mais aussi on apprend à comprendre, j'ai pas envie de dire classer les gens, mais en tout cas on apprend à sentir ou à voir certains comportements qui nous donnent un peu des insights sur quelle est plutôt eux leur façon de fonctionner. On commence à se dire en fait il va falloir que je communique à partir de cette personne. Cette personne a besoin de recul, a besoin de savoir comment. Tandis que moi, dans ma nature, j'ai pas besoin qu'on me dise comment, j'ai juste besoin de savoir c'est quoi l'objectif à atteindre et je trouverai comment faire. Tandis que d'autres personnes, elles sont motivées, mais lorsqu'elles ont le comment. Donc je sais pas si cet exemple devient clair, mais quand on se comprend, à partir de là, on arrive à comprendre comment fonctionnent les autres et donc on peut les motiver, on peut interagir avec ces personnes-là en fonction de qui elles sont. Et on les fait sortir de leur monde pour les faire entrer dans notre monde. Et Henrik, si tu me permets, je vais donner un autre exemple. Je suis manager, par exemple, et peut-être que dans ma personnalité, j'aime beaucoup donner les détails. Les détails sont hyper importants. Voilà. Donc, la direction me dit, tiens, on aimerait que tu nous fasses un peu un point où sont ton équipe, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, je me mets à préparer un PowerPoint de 20 pages. J'ai mis tous les détails, ce qui s'est passé. Et j'arrive dans la direction avec des personnes qui, dans leur nature, ont besoin que ce soit bref. Et là, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas parce qu'à chaque fois, je suis interrompue. Parce qu'à chaque fois, on me dit « Oui, bon, c'est bon, on a compris. Du coup, c'est quoi la suite ?» Et là, tout d'un coup, je deviens un manager qui peut-être commence à perdre confiance en disant « Non, on m'écoute jamais, on m'interrompt. » En fait, non. J'aime peut-être les détails en tant que manager, mais quand je me suis compris et que je vois comment les autres fonctionnent, j'adapte ma communication en me disant en fait tout ça, ils n'ont rien à cirer. Voilà ce dont ils ont besoin de savoir. Et s'ils ont des questions, j'ai mis tout en appendix. Voilà, j'espère que je clarifie un peu ce premier élément de mieux se connaître. Et là, ce que tu viens de mentionner, là, de parler avec ton équipe supérieure, par exemple, ça me rappelle un call que j'avais dans mon ancienne boîte, justement, avec l'équipe justement des VP et tout, et on avait eu un call avec eux et justement j'étais arrivé en mode à donner plein de détails et c'est exactement ça. C'est le feedback que j'ai eu, c'est non, faut que tu ailles beaucoup plus vite que ça, c'est faut que tu donnes tes résultats et si on te pose une question tu réponds, mais et fait ok, bon, mais en tout cas oui, voilà, okay, c'est exactement voilà. Ça en fait, c'est vraiment bien sûr se comprendre, mais comme ce que tu dis, c'est vraiment s'adapter aux autres, plus que toi essayer de penser que tout le monde n'est pareil que toi, parce que comme tu dis, il y a des personnes qui vont être très poussées par le challenge, et t'en as d'autres qui vont être plus chercher le comment, et c'est vrai que des fois on pense que toutes les personnes pensent de la même façon, et non justement. Et ça, toi en fait, par exemple, dans toute tes expériences, quand tu t'es rendu compte de ça, que c'était important pour toi, pour tes rôles de manager, justement, à quel moment tu as commencé à... Ah oui, alors, donc moi, de nature, je suis une personne très expansive, enthousiaste, ça va s'entendre à ma voix. Et en fait, je déteste qu'on me donne trop de détails. En fait, moi, quand ça devient détaillé, ça m'énerve, en fait. Il faut me donner juste la vision globale. Il faut que la vision globale m'enthousiasme assez, et puis j'estime être capable de voir comment on fait. Et en fait, comment je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y a un moment où je gérais un projet transverse. C'était chez LinkedIn. Et puis, quand j'arrive à la conclusion du projet, je fais un point avec mon manager et puis je lui dis, c'était un projet en fait pour développer l'adoption chez nos clients, mais le projet avait un périmètre européen. Donc, j'embarquais en fait d'autres Customer Success Managers seniors qui géraient les grands comptes sur le périmètre EMEA.
Et donc, une fois que, avec les différents points qu'on a fait, on a établi un peu quelle était la stratégie, je parle avec mon manager, je dis, bon, ben voilà la stratégie, voilà ce qui va être fait, c'est très clair. Et mon manager, il me dit, ouais, mais du coup, Nandi, la communication que tu vas envoyer, ça va comprendre quoi? Je lui dis, mais la communication va comprendre les conclusions du projet, et puis à partir de là, les gens, ils prennent les conclusions et ils appliquent ce qu'il faut sur leur portefeuille. Et il me dit, oui, mais il y a des gens qui auront peut-être besoin de savoir de manière concrète comment ils le font. Et moi, je dis, de manière concrète, bah, s'ils sont là où ils sont, je pense qu'ils sont assez seniors pour savoir comment ils vont l'appliquer. Et il me dit, oui, mais parce que là, tu es en train de réfléchir à partir de toi, Nandi. Mais il y a des gens, ils vont trouver que l'idée, elle est bonne. Ils vont se dire, bon, bah super, on va appliquer le plan d'adoption qui est proposé. Je dois contacter mon portefeuille client. Qu'est-ce que je dis au client? Moi, j'aurais trouvé horrible que quelqu'un me dise, bon, bah voilà, on a fini le projet pour développer l'adoption sur le produit. Voilà ce qu'il faut faire. Et voici les modèles de communication à envoyer au client. J'aurais trouvé ça horrible parce que j'aurais dit, mais je sais communiquer avec mes clients, en fait. C'est bon, j'ai compris. Mais en fait, ce jour-là, le fait qu'il me dise, oui, mais il m'a dit ça 3 fois parce que d'abord, j'étais dans la résistance. Mais 3 fois, il m'a dit, oui, mais ça, tu fais ça à partir de toi. Mais ça, c'est toi. Mais dis-toi que tout le monde n'est pas toi. Et ce qui est important, c'est que tu veux que tout le monde réussisse. Donc, si tu veux qu'il réussisse, il faut que tu penses justement à toutes les autres personnalités qui existent et que tu donnes la documentation qui pourrait les aider à implémenter la stratégie que tu as trouvée. Et là, je me suis dit, ok. En fait, je suis sortie du jugement qui, pour moi, à partir de moi, c'est bah, quand tu sais faire, tu n'as pas besoin qu'on te montre. Et sans orgueil, mais vraiment, je n'ai pas besoin qu'on te dise comment faire. Oui, mais il y a des gens qui veulent des exemples pour pouvoir justement mettre la machine en marche. Et donc, il faut le faire. Donc, c'est comme cela que je me suis rendu compte que, heureusement pour moi, j'allais déjà dans une tendance à penser que tout le monde devait être un peu comme j'étais. Ça m'avait servi dans ma carrière d'être comme j'étais. Mais en fait, plus une entreprise se développe, plus différents profils arrivent. Et parce que différents profils arrivent, bah, il faut en fait s'adapter. Sinon, on se retrouve un peu en difficulté et on met les gens en souffrance. Ouais, ça me rappelle un truc. Je sais plus dans quel livre j'avais eu ça, mais il y a souvent la tendance des managers quand ils commencent à essayer de faire des mini-versions d'eux-mêmes avec les autres personnes. Alors que justement, enfin, c'est bien sûr, je pense que même moi je l'ai fait au début, hein, d'essayer d'avoir des personnes qui faisaient la même chose que moi et c'est quelque chose, bah, comme ce que tu disais, c'est quand tu te rends compte qu'en fait, bah, tout le monde est un peu différent, pas forcément motivé par les mêmes choses. C'est là que tu commences à t'adapter à chaque personne et même s'ils ont au final un objectif commun, on laisse dire dans mon équipe, ils doivent faire 10 opportunités par mois, mais chacun a des motivations différentes ou une forme de communication différente, donc tu dois t'adapter à chaque personne. Ça me fait juste penser ce que tu viens de dire. Une fois, j'étais dans un training, justement, ou dans une formation. Pardon pour les auditeurs, parce que souvent, j'utilise du franglais. Pardon. Dans une formation. Et puis, le formateur disait que, en fait, les différentes couleurs de personnalité, selon qu'on soit quelqu'un qui décide, selon qu'on soit quelqu'un d'enthousiaste, selon qu'on soit quelqu'un d'assez cadré, ou selon qu'on soit quelqu'un qui aime les process, on a besoin de tout type de profil. Et il avait raconté une anecdote, il disait, imaginez que vous êtes en train de réfléchir sur le prochain team building. D'accord? Donc tout le monde est là, tous les managers sont là. Et puis on se dit, on fait barbecue ou on fait apéro? En fait, on a besoin de gens directifs. On a besoin que quelqu'un dise, bon, ok, c'est bon, là ça fait 20 minutes on va. Go pour barbecue. Et il disait, super, maintenant, s'il n'y a que des gens qui sont juste à décider, oui, on a décidé du barbecue, mais il ne va pas se faire tout seul. Donc, on a besoin de gens qui vont aller créer l'excitation pour le barbecue. Et c'est là où on a besoin des enthousiastes, parce qu'ils sortent du meeting, ils se disent, tout le monde, il y a le barbecue, ça va être plein, il faut venir. Donc, on a besoin des enthousiastes. Mais le barbecue ne risque pas de se faire tout seul. On a décidé, les gens vont venir, mais il faut maintenant tous ceux qui vont se dire, bon, bah super, merci pour le barbecue, du coup, on apporte quoi? Il y a ceux qui vont sortir le fichier Excel, Google Sheet, vont dire, bon, voilà, toi, c'est saucisse, toi, c'est... Et puis, il y a tous ceux qui vont venir, peut-être qu'on ne va pas les entendre, mais c'est ceux qui seront déjà sur le lieu du barbecue pour commencer déjà à aider. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'il n'y a pas un profil de personnalité qui est supérieur à l'autre, c'est juste qu'en fait, chaque profil doit se trouver dans l'environnement qui lui correspond.
Et donc là, maintenant, on va dire que tu as trouvé, on va dire, ton profil, tu sais que tu dois t'adapter. Tu m'avais parlé en fait que le deuxième point, c'était le style de management. Comment toi tu fais en fait pour trouver ça et à partir de quel moment tu t'es rendu compte justement que c'était important dans ta carrière? Alors, pour le style de management, je vais rester dans la théorie très simple de Blake et Mouton, si vous voulez, vous pouvez aller regarder, où on parle de ces 4 styles de management qui sont soit on est directif, soit on est participatif, soit on est persuasif, et soit on est délégatif. Alors, bien sûr, le meilleur manager, c'est utiliser le combo des 4. Mais souvent, on peut avoir une tendance. Cette tendance managériale va venir en fait de notre vision du management. Donc, je m'explique. Par exemple, vous aspirez au management, vous voulez vraiment, vous dites, voilà, moi, quand je vais être manager, je ne vais pas être sur le dos de mes équipes parce que moi, franchement, j'ai eu des managers toujours sur mon dos. Moi, je vais laisser mes équipes respirer. Moi, je suis pour la délégation. Ça part de bonnes intentions. D'accord? Ça, c'est votre style. Sauf que vous avez une équipe, vous vous retrouvez avec une équipe, par exemple, de juniors. Okay, après, je pourrais donner un exemple d'équipe senior. Vous retrouvez une équipe de juniors. Ils arrivent, vous leur dites, voilà, moi, en tout cas, sachez que toutes les initiatives sont les bienvenues. Allez, foncez à la doc en ligne. Allez, faites-vous plaisir. Et là, les équipes se disent, mais c'est quoi ce manager? Mais il n'est jamais là, il n'est pas présent. Donc, une bonne intention n'est pas qu'on se retrouve ne pas être aligné avec les besoins de l'équipe. Là, je suis en train de parler du management situationnel, ça s'appelle. Donc, quand on est dans une équipe avec des personnes qui n'ont pas encore la maturité au niveau de l'expertise, parce qu'ils démarrent, soit parce qu'ils sont juniors, ou alors ils démarrent sur un nouveau périmètre, ces personnes ont besoin de direction. D'avoir un manager qui va dire, en fait, c'est ça. Voilà le playbook, voilà comment il faut fonctionner. Tu fais comme cela, tu contactes telle personne, je vais t'accompagner, je vais t'aider si tu as des questions, mais voilà la direction, voilà le chemin. A contrario, je suis un manager directif naturellement. Par exemple, je peux être une personne, j'ai tellement l'expertise de ce que j'ai fait, donc mon naturel, c'est de toujours vouloir trouver les réponses pour tout le monde. Sauf que en face de moi, j'ai une équipe qui est un peu senior. Elle va étouffer parce que cette équipe-là n'a pas besoin que je sorte toujours toutes les solutions. Et parfois, on se retrouve avec des personnes en burn-out. Dans ce désir de vouloir aider, on se retrouve à être un manager qui a un peu le bureau des requêtes. Parce qu'à force de décider, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, ça sert à rien. Il y a telle demande, il y a telle situation. Tu peux me dire. Et donc, la to-do n'arrête pas de s'enchaîner. Alors que là, face à une équipe qui a quand même une maturité en termes d'expertise, elle n'a pas besoin que je sois toujours en train de diriger, de dire ce qu'il faut faire. Elle a juste besoin que je les autonomise. Et je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu aurais fait? Et si tu as besoin, n'hésite pas à venir vers moi. Donc ça, c'était la partie, justement, si c'était trop directif. Et par exemple, la partie où tu avais dit délégatif, c'est ça? Oui, j'ai donné délégatif, j'ai donné directif. Donc, dans le management participatif, alors, pour simplifier, quand on emploie un style directif, on l'emploie avec des personnes qui ont besoin d'être sécurisées. En fait, notre style de management doit être aligné aux besoins des personnes de notre équipe dans le contexte dans lequel on se trouve. Quand je suis dans une équipe qui a besoin de sécurité, parce qu'elle n'a pas encore l'expertise, donc le fait d'avoir une direction la sécurise, je vais appliquer un style qui va être directif, pas dans le sens autoritaire, mais directif dans le sens de donner des directions, des façons de faire. Ouais, c'est de les guider en fait, de leur montrer le chemin. Ouais. Exactement, de les guider. Maintenant, je peux me retrouver avec une équipe qui a progressé, qui a peut-être, qui commence à avoir une certaine expertise dans le domaine, qui a aussi besoin de ma présence, qui a aussi besoin que je sois là. Ce dont j'ai besoin, c'est d'appliquer un management qui va être persuasif. C'est-à-dire que l'équipe ne va pas pouvoir avoir les compétences pour toujours tout faire, mais cette équipe a besoin d'être écoutée. Donc, je vais donner un exemple. Quand je prends mon rôle de directrice du Customer Success, j'arrive dans une équipe qui est restée 6 mois sans manager, j'arrive dans une équipe qui n'est pas bien. D'accord? Et avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'il y a des métriques, j'ai une équipe qui est en rejet des métriques, mais vraiment. Moi, j'arrive avec une culture, voilà, c'est bien les métriques, quoi. Voilà. On ne peut pas manager ce qu'on ne mesure pas, donc il faut les métriques.
Donc moi, quand je saisis le pouls avec les conversations individuelles que j'ai, sachant que on me demande aussi de me dire, Valandi, voilà, maintenant qu'on veut que ce Customer Success évolue, c'est important qu'on ait vraiment des métriques en place. Ça a toujours un peu été le talon d'Achille, etc. Donc moi, j'ai un mandat, mais en face de moi, j'ai une équipe qui est en mode, non merci les métriques, on n'a pas besoin de métriques, c'est bon, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que, pour donner un exemple de management persuasif, d'abord, la première des choses, je leur dis, les métriques, c'est important, mais je vois que pour vous, les métriques, c'est pas important parce que jusqu'à présent, vous voyez les métriques comme quelque chose de très réducteur. Quelque chose qui ne prend pas en compte toutes les autres difficultés que vous avez ou alors tous les autres projets que vous avez mis en place parce qu'on résume tout ce que vous faites par un chiffre. Et donc, je dis à l'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les chiffres. Mais on va mesurer notre progression par les commentaires que nous donnent nos clients à chaque fois qu'on les sert. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre réunion du lundi. Tous les lundis, quelqu'un, avant la réunion du lundi, est désigné. Son rôle est dans la semaine d'aller voir tous les commentaires que les clients nous ont fait, tout l'amour qu'ils nous ont laissé, tous les remerciements. Et en fait, à la réunion du lundi, on va lire tous ces quotes. Et en fait, ça a déjà commencé à changer l'atmosphère parce que ça leur permettait de se dire, en fait, mon travail du quotidien, il compte. En fait, le support qu'on donne aux clients tous les jours, les problèmes qu'on résout, les difficultés, etc. Mon boulot, c'est pas que des problèmes tout le temps, en fait. Il y a des clients qui prennent le temps de laisser des commentaires très positifs qu'ils n'avaient pas l'habitude de regarder. Et en fait, en les mettant sur ce chemin-là, j'ai dit, bon, ben voilà. Au bout d'un certain moment, j'ai dit, bon, vous voyez que là, pendant un trimestre, il n'y avait pas de métrique. Pendant un trimestre, vous voyez là, on a pu voir un peu comment on progresse. On peut voir les semaines où on a des commentaires, les semaines où on n'en a pas. Mais on ne peut pas fonctionner que sur des commentaires. On a besoin d'indicateurs. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être satisfaites ou ne pas être satisfaites, mais qui ne vont rien dire. Donc, quand on va avoir un chiffre, sachant qu'on sait déjà aussi ce qui se passe de bon, ça va nous donner en fait la direction. Et à partir de là, parce qu'il y a eu tout ce travail de persuasion qui a été fait pendant ce premier trimestre, les métriques faisaient sens. Je vois très bien ce que tu veux dire, parce que nous, en fait, on est un peu dans le même type de management là actuellement, parce que ça fait 2 ans en fait que l'équipe de SDR ne fait pas de call quasiment, et on en faisait jusqu'à 6 mois, c'était pas obligatoire. Là, depuis 6 mois, on est recommencé. Et en gros, c'est revendre l'idée du call, pourquoi c'est important. Et en fait, il y a des gens, bien sûr, qui sont déjà vendus et ils adorent ça, mais il y en a d'autres, c'est leur montrer pourquoi c'est important. Et ça fait, là, on a vraiment commencé en janvier, en fait, à travailler dessus et on augmente petit à petit les métriques. Mais on n'arrive pas en mode, le call, c'est important et on doit le faire. Non, bien sûr, on comprend qu'il y a des gens qui le font, mais un peu dans la même démarche que tu as eu, justement. Pas à pas, on fait des trainings toutes les semaines sur ça, on fait des sessions de roleplay, on en parle beaucoup dans les 101 et en gros c'est petit à petit ça se fait, mais ça se fait. Et comme ce que tu disais, du coup c'est persuasif et c'est pas forcément directif parce que je sais qu'il y a certaines personnes elles ont du mal avec ça, mais on leur donne les clés en fait pour pouvoir y arriver justement. Exactement, on va les persuader, donc c'est guidé, mais en fait, on prend un peu le temps de bâtir en fait cette confiance à se dire qu'on va adopter ce nouveau process, cette façon de faire, et on prend en compte en fait les résistances. Là où un management directif allait complètement échouer en voulant l'imposer directement. Là, on a parlé du directif. Pardon, là c'était persuasif. Avant, on était sur le directif. Oui, on a fait le délégatif. Et du coup, c'est quoi le dernier ? Le participatif. Okay. Et c'est quoi le participatif, justement ? Donc, le management participatif, en fait, a pour objectif le besoin dans ces équipes-là, c'est le besoin d'engagement. C'est pour engager les équipes. En règle générale, on va être sur des équipes, en fait, qui ont l'expertise, mais qui ont vraiment besoin d'être écoutées. Donc, on n'est pas sur des seniors qui pourraient vivre en toute autonomie, qui n'ont pas besoin de nous, qui ont juste besoin de nous sur des éléments très stratégiques, mais qui ont vraiment besoin de commencer à se dire qu'on peut leur faire confiance pour leur donner des choses à faire. Dans le management participatif, on veut créer de l'engouement. Les équipes savent déjà faire les choses. Donc, ce qu'elles ont besoin, c'est que le manager les implique dans les décisions, dans les façons de faire.
Alors, c'est marrant parce qu'un jour, je faisais le coaching d'une manager et qui m'a dit, Nandi, moi, le participatif, j'ai essayé, ça marche pas, quoi. C'est bon, on s'en sort pas. Vouloir entendre tout le monde, faire participer tout le monde, c'est bon, j'ai déjà donné. Et je disais, oui, je vois bien, mais en fait, il faut que ça s'adapte à l'équipe, en fait. Je vais donner un exemple. Quand on doit, par exemple, décider d'une roadmap ou de sujets à tacler dans une équipe, là où le management participatif va prendre toute sa valeur, c'est justement de se dire, il y a peut-être des process à mettre en place, il y a des choses à changer. Je ne vais pas, moi, en tant que manager, partir de tout ce que j'ai observé pour dire, bon, les amis, voilà où nous allons nous focaliser. Dans le management participatif, je vais dire, les amis, on a besoin un peu de progresser, on a besoin de tacler de nouveaux sujets. D'après vous, quels sont tous les problèmes qu'on devrait tacler? Et on laisse tout le monde dire oui, franchement, il n'y a pas de process qui fonctionne entre nous et les sales. Oui, le process est nul avec la compta. On laisse tout le monde s'exprimer. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de non-dit. Oh, mais on n'est pas écouté. Franchement, on n'est pas considéré. On ne dit pas, non, mais ça, c'est pas un projet. On note tout. Et à partir de là, on priorise avec les équipes. On dit, bah, très bien, avec tout ce qu'on vient de voir là, tout ce qu'on a mis au tableau. D'après vous, quels sont les sujets sur lesquels on a la main? Et quels sont les sujets, si on résout, ça va être un game changer. Là, on fait participer les équipes. Donc, moi, j'ai déjà fait un exercice de la sorte avec mon équipe. Et par exemple, les personnes qui étaient dans l'équipe support, on dit par exemple que oui, on a un problème dans l'équipe, c'est que en fait, l'équipe onboarding, l'équipe qui intègre les gros clients, une fois qu'ils finissent l'onboarding, le client passe chez le support et en fait, on n'a pas de background de tout l'onboarding qu'ils ont fait. On n'a pas toujours toute la documentation de tout ce qui a été mis en place. Et puis, en fait, souvent, ils finissent l'onboarding, ils disent avec le client, c'est bon, mais nous, on n'est pas prévenus. Et donc là, je me suis dit, ah oui, donc en fait, on n'a pas un process de go live qui fonctionne. Dans un process de go live, vous avez fini, le client, il reçoit un mail, il sait c'est quoi les next steps, qui sont ses prochains interlocuteurs, tout le monde le sait. Et donc ça, c'est devenu un projet. Un projet en plus, rendu participatif, puisque j'ai dit aux équipes onboarding, bon, très bien, dans votre équipe, qui va être le chef de file pour mener le projet? Et donc, j'avais pas besoin. Donc, de participatif, c'est devenu délégatif, puisque une fois qu'on a cadré tout, il y avait un ambassadeur pour faire tout le process. Et c'est devenu après un projet transverse, parce que bon, le marketing a été impliqué pour avoir des emails de go live magnifiques, etc. Donc, c'est un exemple de projet participatif où on veut créer l'engagement, où on veut aller solliciter un peu les équipes, parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Faut pas l'oublier. Et c'est bon de créer des moments où cette expérience du terrain émerge, parce que ça permet à tout le monde de bien fonctionner, puis ça évite aussi des frictions inter- ou intra-équipe. Ouais, ça aussi, ça te permet aussi d'avoir des idées, peut-être que parfois tu n'as pas forcément auxquelles tu as pensé, parce que justement, il y a souvent ce qui est dit, c'est une fois que tu es manager, il y a certaines choses que tu vois pas, parce que tu as beau avoir tes métriques, tu as beau faire tes one-on-one, des fois il y a des trucs que tu vas pas forcément voir, et il y a des gens qui sont sur le terrain qui vont les voir. Et du coup, là, on va passer sur donc, le troisième axe qu'on avait préparé. Tu me disais que c'était, en tant que manager, il faut avoir une méthode, un framework. Moi, il y avait une question, si tu veux, je te laisserai commencer comme tu veux, mais moi, la première question que je me pose par rapport à ça, c'est à quoi ça ressemble la semaine d'un manager? Combien de temps tu passes de temps avec ton équipe et combien de temps tu passes de temps sur d'autres projets? Alors, la semaine de manager, mais ça va varier en fonction du rôle. C'est vrai qu'il n'y a pas de semaine type. Ce sont des semaines qui vont être rythmées en règle générale par des réunions. Réunion interne, réunion d'équipe, réunion one-on-one, réunion avec soi-même. Et une des choses que je recommande, c'est que, parce que le calendrier peut se remplir très vite, une des choses que je recommandais toujours aux managers qui me reportaient, c'était de ne pas oublier de bloquer du temps pour soi, pour pouvoir avancer sur ses propres sujets, avoir de la clarté, et pouvoir savoir qu'est-ce que je vais déléguer, sur quoi je vais me focaliser, qu'est-ce que je veux faire. Sinon,
on est un peu en mode rouleau compresseur, on sort d'une réunion à l'autre. Il y a par exemple des personnes, peut-être même qui nous écoutent, qui sont à la fois managers, mais qui ont aussi des tâches de contributeurs individuels. Ils ont peut-être un portefeuille client, ils doivent eux-mêmes faire des choses sur le terrain. Donc ça rend le rôle doublement difficile en fait. Donc cette semaine, quand on voit comment elle est rythmée, quand on prend le temps de bloquer du temps pour soi, pour maintenant répondre à combien de temps on passe avec ses équipes, moi j'ai envie de dire, et tout dépend de la taille de l'équipe, mais c'est bien de se mettre comme benchmark une demi-heure minimum individuellement avec chaque personne de mon équipe, sinon 1 heure. Parce qu'en fait, les interactions communes, les Slack où j'ai pas les Teams par-ci par-là, c'est pas toujours le lien personnalisé dont a besoin chaque personne de l'équipe. Et une des choses qui pour moi a toujours été très importante, mais justement, ce sont les one-on-one. Ces one-on-one-là qui pour moi sont des moments de connexion, des moments de reconnexion, des moments de coaching, parce que c'est là où on crée justement cette atmosphère très sécurisée et sécurisante pour tacler différents sujets. Donc pour résumer, il n'y a pas une journée type, mais dans toutes ces priorités du manager, bloquer du temps pour soi, c'est important. Alors, ça me fait rire parce que je pense à un manager qui me reportait, qui me disait « Oui, mais à chaque fois, je suis obligée de changer les priorités parce que il y a une réunion importante. » Et puis, je lui ai dit « Oui, mais tu n'as pas besoin de bloquer 3 heures. Tu n'auras jamais 3 heures. Je préfère que tu bloques 1 heure par jour, qui soit du temps pour toi, que de te dire que tu vas bloquer vendredi après-midi 3 heures pour avancer sur des sujets. » Donc, souvent, il faut être assez agile et flexible et essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et à partir de là, de se dire, franchement, 1 heure, c'est idéal. Sinon, il faut que mon équipe ait un temps avec moi individuel d'au moins une demi-heure. Ouais, et là, ce que tu disais sur le temps qu'il faut bloquer et tout, pour toi aussi, c'est il y a un des challenges que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est toujours savoir sur quoi tu dois te focus parce que tu as tellement de choses. Enfin, tu peux faire tellement de choses en fait que au final, si tu te bloques pas de temps pour les faire, bah, tu passes ton temps à faire tout à la fois et pas forcément prioriser ce que tu dois faire. Après, j'avais une question par rapport à ça. C'était toi, enfin, là, ça fait 2 ans qu'il y a le Covid déjà. Qu'est-ce que tu penses de manager en remote versus en personne? Est-ce que tu as vu une grosse différence? Moi, de mon côté, j'ai toujours fait en remote, donc j'ai jamais eu vraiment à le faire en personne dans un bureau. Donc, est-ce que tu vois qu'il y a une grosse différence entre les deux ou Pareil que toi. En fait, moi, quand je suis rentrée dans la vie active après mon obtention de mon bac+5, j'ai eu 2 ans en manager avec moi sur place. Et puis les 10 années qui se sont suivies, ça a toujours été en remote. Voilà. Très loin, quelque part aux US, quelque part en Californie. Donc le remote, c'est un peu, ou même à Londres, hein, ça va toujours trop bien, mais ça a toujours été quelque chose un peu d'intégré dans ma façon de fonctionner. Ce que j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que avant, le remote que j'ai connu avant, il y avait des moments de rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu où tous les trimestres, on allait se retrouver la team email ensemble. Voilà, mon manager allait voyager, venir me retrouver. Donc, il y avait quand même des moments d'équipe ensemble. Aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis 2 ans, pour certains, c'est un peu plus compliqué. Très difficile de mettre en place une routine en place. On ne peut pas toujours voyager quand on veut. Donc, on ne peut pas forcément voir les équipes quand on veut, alors que peut-être c'était la routine d'avant où je fais un peu le tour des équipes 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Ce que j'ai constaté pour un remote qui fonctionne parfaitement, surtout pour des personnes qui ont eu cette habitude du management en personne, c'est de vraiment se rassurer en tant que manager que les ressources qui permettent aux équipes d'être au maximum autonomes soient disponibles. L'un des bénéfices d'être ensemble, c'est que les équipes, quand elles ont des questions, elles ont toujours quelqu'un en face d'elles, pas loin à qui elles peuvent demander. Ah, tu sais où c'est mis? Je me rappelle pas. Ah oui, c'est là, dans tel dossier. Oh, je suis en ligne avec le client Trucmuche. Ça te dit? Et là, quand on est tout seul chez soi, on peut pas dire je te mets en mute, je demande au client, je vais envoyer un Slack, mais la personne peut-être ne l'a pas vu, donc c'est compliqué en fait les communications synchrones. Et donc pour fonctionner dans ce mode asynchrone, c'est de mettre les ressources
de réfléchir avec l'équipe de quoi on a besoin pour bien fonctionner. C'est quoi les questions récurrentes? C'est où se trouvent les choses? Je veux savoir ça, c'est ici. Je veux savoir ça, c'est ici. Je fais face à telle difficulté, voilà la solution. Créer un peu cet ensemble de bonnes pratiques pour que pour l'essentiel de l'activité, les équipes arrivent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on a été un manager assez présent dans le sens... on avait l'habitude de prendre du temps avec chaque personne individuellement de l'équipe, c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer tout simplement en remote. L'un des travers et l'un des dangers, c'est de se dire, comme je ne les vois pas, de se sentir poussé, de vouloir multiplier les points. Ça, il ne faut pas le faire. Et si en tant que manager, on se retrouve à ne pas être en confiance, il faut d'abord se poser la question soi-même, pourquoi j'ai pas confiance que la personne chez elle n'est pas en train de bosser? Pourquoi? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des faits? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est parce que moi, j'arrive pas à bosser chez moi que je me dis que tout le monde n'arrive pas à bosser chez lui? Il faut déjà se poser la question à soi-même et ne pas multiplier, mais garder des moments de one-on-one, les réunions d'équipe et puis des moments de détente. Parce que ce qui rend le nouveau modèle remote parfois difficile, c'est qu'on peut facilement être dans une démarche... activité, et il n'y a pas vraiment de moment en fait ensemble parce qu'on ne peut pas forcément se voir. Et donc, c'est le moment d'identifier des choses à faire. Là, je souris parce que je pense à un exemple. Il y avait, quand on était chez LinkedIn, on avait un manager qui adorait à un moment au milieu de l'après-midi faire des devinettes. Donc, il disait toujours « It's riddle time ». Je ne participe pas toujours parce que souvent, j'étais sur quelque chose de concentré, mais en fait, tout le monde adorait parce qu'on savait qu'à un moment d'après-midi, il allait juste venir dans le groupe et dire c'est le moment, etc. Lui, c'était un peu le moyen de créer un peu une zone de décompression pour les personnes qui étaient un peu disponibles à ce moment-là pour faire ça. Souvent, ça prend que 2 minutes. Voilà, donc réfléchir à cela. Et dernière des choses, ne pas que je sois trop longue. Quand on est manager, il faut savoir qu'on peut créer une culture d'équipe. Et c'est important de la créer parce que cette culture d'équipe va créer l'encre de confiance sur laquelle, que l'on soit en personne ou en remote, tout fonctionne bien. Et là, si tu veux, on va partir sur le dernier point, justement le quatrième point dont on avait discuté, donc c'est la solitude managériale. Qu'est-ce que tu entendais par la solitude managériale? En fait, quand on est manager, faut pas se dire qu'on fonctionne... Voilà, je suis manager, j'ai mon équipe, tout va bien. Oui, tout va bien, mais en tant que manager, on a aussi besoin de progresser. Et notre progression n'est pas toujours basée sur ce qu'on sait ou sur ce qui est dit. Notre progression va être basée sur certaines choses qui ne sont pas dites, mais qui sont attendues. Et donc, en tant que manager, c'est important de créer son réseau en interne. Son réseau en interne va être constitué de gens qui nous ont devancés dans cette fonction-là et qui savent des choses dont on n'a pas forcément conscience. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, parce qu'il y a des sortes de cultures qui existent et souvent on ne se rend pas compte et on est complètement off, on ne voit pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on oublie qui on est, notre personnalité, mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel on évolue. Donc avoir des personnes qui nous ont devancés pour pouvoir aller chercher un peu de l'information, apprendre aussi à savoir quels sont les objectifs de notre manager. On peut avoir un manager dont l'objectif est peut-être de gérer un périmètre plus grand ou d'aller dans une autre équipe, par exemple. Et donc, quand on comprend quels sont les objectifs de notre manager, peut-être qu'on peut l'aider à notre façon. Et à un moment, on aura aussi un retour par rapport à cela plus tard quand on aura besoin. Donc, quand on est manager, on se dit toujours « Ok, maintenant je suis manager. Avec qui je peux apprendre ?» Qui est un peu décisionnaire dans cet environnement-là si j'ai besoin d'une certaine initiative? Qui peut me donner des infos que je ne sais pas pour que je puisse mieux me relationner avec telle autre personne? Et puis apprendre aussi des autres managers. Ils ne sont peut-être pas managers dans mon périmètre, mais en fait commencer aussi à parler avec les autres et savoir sur quel projet ils bossent. Parce que certaines belles idées transverses peuvent venir de ces conversations. Et donc, ce sont ces choses qui, plus tard, vont nous propulser et nous aider dans les prochaines étapes de carrière qu'on va avoir.
Il y a des gens, par exemple, je vais finir par cela, qui ne cherchent jamais de boulot. Pourquoi ? Ils ont tellement su bâtir des relations qu'en fait, toutes ces personnes avec qui ils se sont connectés, quand ces personnes évoluent, elles pensent à elles. Et c'est ainsi, en fait, que leur carrière progresse, parce qu'elles ont su, justement, créer ce réseau-là, mais pas de manière intéressée. C'est vraiment dans ce désir de dire, je veux bien faire les choses, et donc, je veux aider, mais aussi, je veux comprendre ce qui se passe pour pouvoir, justement, mieux me positionner. Ouais, et c'est super intéressant ce point-là parce que c'est quelque chose que je faisais peut-être pas forcément dans mon premier job de manager, et là que je commence à faire de plus en plus chez Chili Piper, à aller justement à rencontrer les managers des autres équipes, ou en fait de comprendre que tu n'es plus juste en bas et tu parles qu'avec ton manager, mais c'est de parler avec l'équipe marketing. Là, je travaille beaucoup avec le sales manager que j'utilisais pas forcément avant, enfin que j'utilise pas, c'est peut-être pas forcément le bon mot utilisé, mais plus parler beaucoup avec, le solliciter et comprendre un peu sur quoi lui il travaille pour voir comment on peut s'aider, parce que ses objectifs sont aussi alignés avec ce qu'on fait. Donc, et c'est exactement ça en fait. C'est là je me rends compte qu'au final, maintenant c'est de plus en plus travailler avec les autres équipes, pas juste l'équipe SDR toute seule non. Et on a les objectifs de Chili Piper, mais aussi les objectifs des autres équipes. Et du coup, on va arriver sur les dernières questions. Donc là, c'est plus des questions sur, par exemple, la première, c'est si tu devais recommencer ta carrière aujourd'hui en fait de manager en 2022, qu'est-ce que tu ferais différemment ? L'idée, c'est en fait avec ça, c'est que toute la connaissance que tu as, si tu reprenais une équipe demain, qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à ta première expérience en tant que manager ? Alors, ma réponse va te surprendre, mais en fait, je ne ferais rien différemment. Pourquoi ? Parce que j'ai été beaucoup préparée. J'ai été beaucoup préparée, j'ai eu beaucoup de très bons managers. Ça, c'est rare dans ma carrière. J'ai eu un seul mauvais manager dans toute ma carrière, mais beaucoup de très bons managers qui, en fait, m'ont énormément préparée, en fait, par les challenges, les défis qu'ils m'ont demandé de tacler. Et puis, comme j'expliquais un peu dans mon podcast, quand j'ai voulu être manager, le fait que mon manager me dise, très bien, ok. Donne-moi 3 personnes qui t'inspirent, avec qui tu vas aller parler. Toutes ces choses-là, en fait, m'ont préparée à entrer dans ce rôle-là. Mais si je devais rajouter quelque chose, ce serait de bâtir justement ce cercle managérial plus tôt. Et donc, bâtir ce cercle managérial, par exemple, ce serait, si tu sais aujourd'hui, enfin là, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, et que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé, ce serait une des choses que tu aurais aimé faire de... Ah oui, absolument. J'aurais commencé déjà à me dire, alors moi je suis arrivée dans une boîte qui a grandi, j'étais déjà là, donc je connaissais pas mal de monde. Mais de me dire, au-delà des personnes que je connais, qui sont les personnes avec qui je peux déjà commencer à créer du lien par rapport à ce que je vise plus tard. Et non pas à connaître beaucoup de personnes même qui avaient un rôle plus loin dans mon périmètre, mais sortir de mon périmètre, un peu comme tu disais tout à l'heure. Je parle avec les personnes du Customer Success. Donc, sortir de mon périmètre parce qu'on peut diversifier dans sa business unit qui peut être grande, mais pas faire un pas en avant et aller dans des équipes cross-fonctionnelles, c'est hyper important. Après, si tu avais un conseil pour les managers, ou des managers juniors qui commencent, quel serait ton conseil ? C'est un conseil que je donne tout le temps. Trouvez-vous un mentor. Un mentor... C'est soit quelqu'un que vous vous dites « Oh là là, moi je veux tellement être comme cette personne, donc voilà, je vais l'approcher. Comme ça, on va avoir des one-on-one, même si c'est une fois tous les trimestres, pour que je puisse un peu parler de certains sujets, ou c'est une fois tous les mois. Ça peut être dans un livre. C'est la première des choses, trouvez-vous un mentor. Deuxième des choses, investissez sur vous-même. C'est vrai que on attend souvent... de se dire, l'employeur, il faut qu'il mette les ressources, je suis d'accord, mais vous avez décidé d'être manager, investissez sur vous-même. Souscrivez à des podcasts, lisez des bouquins, faites-vous accompagner, parce que ça peut être bien. Souvent, on ne sait pas trop aussi, je me fais accompagner comment, quelle formation. Lorsque vous allez décider de vouloir vous faire accompagner, vous allez voir en fait qu'automatiquement, vous allez commencer à avoir les yeux qui s'ouvrent et voir un peu dans quelle direction vous pouvez vous faire accompagner. Ce conseil, ça complémente vraiment ce qu'on avait dit au début de l'épisode, justement sur le manque peut-être de formation que tu as par ton entreprise ou quoi que ce soit, mais vraiment au final pour
compléter ça, en fait, c'est à toi d'aller chercher justement, pas attendre que ton entreprise le fasse. Et du coup, comme on parlait de ressources, quelles ressources, si tu avais juste une ressource à mentionner, quelles ressources tu recommanderais justement pour des managers? Je vais en recommander 2. La première, parce que moi j'aime beaucoup les outils, les méthodes. C'est bien d'être inspiré, il faut lire des livres qui nous inspirent, mais à la fin de la journée, souvent on est tellement dans la situation, on a juste besoin de quelque chose à recommencer. Moi j'aime beaucoup les éditions d'Uno, des UNOD, ils sortent des boîtes à outils, des bouquins qui s'appellent la boîte à outils. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle la boîte à outils du manager. Il y a 54 outils selon ce dont on a besoin. Alors, il y a certains qui vont dire, oui, mais Nandi, souvent certains outils ne sont pas très explorés. Oui, c'est déjà un début. Et après, on peut aller chercher des ressources complémentaires. Mais ça permet de couvrir un peu le rôle du manager, de puis prendre ses marques, mettre sa crédibilité, avoir des réunions efficaces. On fait toutes ces choses du quotidien du manager avec à chaque fois un outil pour justement mieux le faire. Et la deuxième ressource, c'est bien sûr mon podcast « Secrets de management ». Et alors, du coup, pour l'avoir écouté, justement, pour moi qui commence dans le management, j'ai appris vraiment ce que je te disais avant l'interview. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple, dans les 2 derniers épisodes que tu as fait sur les conversations de carrière. J'ai appris beaucoup de choses sur comment les structurer et en fait de quoi parler avec mon équipe. Et ça m'a, des points donc, je vais aborder avec mon équipe là dans mes prochaines conversations avec eux. Donc, oui, je le recommande. C'est vraiment, si tu commences dans le management, c'est très bien. Enfin, que tu commences ou que tu as déjà de l'expérience là-dedans, c'est aller l'écouter. Absolument. Et le mois de février, on sera sur la gestion de conflits. Ah ben, c'est bon à savoir. Du coup, Nandi, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie justement pour en fait tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye.